Bien, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais parler d'un logiciel qui est pas assez, qui est pas assez connu à mon goût en tout cas dans le monde du machine learning francophone. C'est Orange Data Mining. J'ai mis la page web là, elle est devant vous, hein, vous avez l'URL qui est là. Alors, récitons tout ça. On est en début d'année là, c'est ma première semaine de cours en Master 6 et je fais des remises à niveau. Je fais des remises à niveau pour être sûr que tout le monde soit bien d'équerre, hein. Le niveau est un peu hétérogène parce que les trajectoires sont hétérogènes et moi, mon rôle à moi, c'est de ramener tout le monde sur le même tempo, comme ça on peut aller nettement plus fort par la suite. C'est ça l'idée. Alors, durant cette remise à niveau, première semaine de remise à niveau, donc, là aussi, en termes d'outils, le niveau est assez hétérogène également. En programmation Python, programmation R, ça reste encore un peu hétérogène, et c'est notre rôle, justement, hein, d'amener tout le monde, encore une fois, sur le même tempo. Mais bon, en attendant qu'ils aient le niveau plus homogène sur R et Python, ben, il faut quand même qu'on avance sur la partie machine learning. Donc, c'est là que j'utilise les outils no-code, low-code, hein, voilà. Alors, principalement, j'utilise Nime. Nime qui est là, hein, très connu, excellent outil, voilà. Et justement sur leur site web, là, ils parlent de no-code, low-code software, parce on peut quand même intégrer des scripts, hein, voilà. Et j'ai fait une série de tutoriels là-dessus, justement sur voilà l'extension Python pour Nime, ainsi de suite, hein. J'en parle beaucoup. C'est un outil que j'apprécie énormément. Voilà. Je suis pas le seul à faire des vidéos là-dessus. Voilà, il y a aussi Nime TV qui est là, voilà, qui est pas mal, hein, voilà, et qui est très intéressant à regarder, hein. Je vous conseille de regarder ici, parce qu'à chaque fois que vous bloquez sous Nime, bah, regardez, faites une recherche par mots-clés là, et à mon avis, vous trouverez une piste de solution qui vous permet d'avancer. Voilà. Donc les étudiants sont assez contents d'utiliser Nime, c'est très bien, mais on me connaît, hein, moi j'aime pas faire des religions des outils, voilà, donc il faut absolument qu'on ait une forme de versatilité et qu'on soit assez polyvalent sur les outils en tous les cas. C'est pour ça que je me suis dit que je vais compléter la formation des étudiants en faisant des vidéos sur Orange. Comme ça, ils pourront explorer par eux-mêmes. Alors Orange est un outil assez ancien, hein. Moi-même, j'ai écrit des tutoriels là-dessus depuis longtemps. Depuis longtemps, c'est un outil excellent, hein. J'ai regardé là, le tutoriel le plus outil que j'ai écrit dessus, il date de 2008. Hein, voilà. 2008, où je parlais d'Orange. Et à l'époque, je le comparais à Cipina, je le comparais à Weka, ainsi de suite, une série d'outils. Donc Orange, c'est pas un outil récent, c'est un outil qui a une histoire et qui marche très bien, hein, qui marche très bien. Mais il est peu visible dans le monde francophone, malheureusement. Malheureusement. Ben justement, on va essayer de corriger ça. Donc là où également, ils ont une chaîne, voilà, une chaîne YouTube. Voilà. Vous pouvez aller là-dessus. Il y a d'excellentes vidéos hein, qui vous permettent de voir. Voilà. C'est très bien fait. J'ai regardé, moi, c'est extrêmement bien fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe alors? Ben, je vais mettre en place hein, quelques workflows là qui permettra aux étudiants hein, d'explorer par ailleurs. Voilà. Donc, j'ai écrit des tutoriels, hein, mais bon, je vais le faire moi-même ici aujourd'hui, comme ça, vous avez la possibilité de regarder par vous-même. Sachant que sur la chaîne YouTube, sur ma chaîne YouTube, sur la chaîne YouTube du Master 6, voilà, il y a déjà un tutoriel parce qu'il y a quelques années de cela, ça date de quand ça? C'était 2016, 9 ans, hein. Voilà, j'avais demandé aux étudiants de regarder de près déjà Orange et ils avaient fait un tuto là-dessus. Ils avaient fait un tuto là-dessus. Voilà, bah 9 ans plus tard, moi je vais refaire un petit tuto et je vais faire une série de tutos en fait où je vais explorer les différents aspects, la partie supervisée, la partie non supervisée, voilà, les méthodes de description, ainsi de suite. Bon. Allons-y alors. Donc je suis vraiment dans le cadre brut de l'apprentissage supervisé ici et je vais explorer un outil très simple, c'est les arbres de décision, en essayant de mettre en avant les aspects interactifs. C'est ça qui me paraît intéressant. Bon, pour donner un petit résumé, voilà ce que je vais essayer de reproduire devant vous aujourd'hui. Voilà, c'est ça ma trame, hein. J'importe les données, je fais une petite exploration rapide. Ensuite, je vais dire quelle est la variable cible, quelles sont les variables prédictives, explicatives. Et ensuite, je crée un arbre. Et c'est là qu'on va voir des choses très intéressantes en termes d'exploration interactive. On va voir ça tout de suite. Bien. Alors, les données. Les données, j'ai pris des données bateau. J'ai pas pris Iris parce que dans les tutos qu'ils ont mis en place sur leur chaîne YouTube, il y a que Iris partout. Voilà. Bon, au bout d'un moment, les gens peuvent me dire, bon, Iris, ça va un moment, quoi. Donc, ok, j'ai pris une autre base pour le coup. C'est le problème des cœurs, hein, les heart disease. Voilà. Donc la variable cible, elle est là. Disease, la maladie. Voilà, la présence d'une maladie.
et maladies cardiaques, hein, voilà. Et pour prédire les maladies cardiaques, on a une série de variables explicatives de type quelconque. Voilà. Certaines sont des variables quantitatives et certaines sont des variables qualitatives. Donc, premier élément très intéressant, c'est que sous Orange, il n'est pas nécessaire de faire un recodage des variables, hein. Par exemple, sous scikit-learn, sous Python, c'est à nous de faire le recodage, hein, voilà, pour que les types de données soient homogènes et ensuite lancer les arbres. Là, pour le coup, c'est pas nécessaire. Bien. Alors, allons-y. Il est sous forme de fichier CSV, hein. Voilà. Je mettrai en ligne les différents éléments. Les fichiers CSV, il est là. Avec un séparateur, je mets ici, séparateur point virgule. On le voit, hein. Fichier CSV avec un séparateur point virgule. Allons-y alors. On va lancer Orange, hein. Je l'ai déjà lancé, il est là. Je lance Orange. Très bien. Il démarre. Et on arrive sur la page de garde, je vais créer un nouveau workflow. Donc les terminologies qu'on a vues sous Nime, elles s'appliquent ici également, hein. Donc je fais un new workflow et ça y est, j'ai un espace de travail. Qu'est-ce qui se passe habituellement quand on fait des traitements? Bah, on a le schéma classique. C'est, je vais fermer ça parce que ça m'embête. Voilà. On importe les données, on explore un peu. Regardez, bon, là, les données sont super propres, hein. Il n'y a pas de données manquantes ou quoi que ce soit. Voilà. Mais bon, voilà, c'est le schéma classique. Donc, première étape, j'importe les données. Voilà. Comme tous les outils qui fonctionnent sous forme de workflow, il suffit on a les composants qui sont là, voilà, donc d'accès aux données, de transformation des données, il y en a pas mal, hein, voilà, et puis de visualisation, et ensuite on a les algos de machine learning qui sont là, ou data mining, on appelait ça à l'époque, hein, voilà, machine learning, data mining, c'est comme bonnet blanc et blanc bonnet, hein, on est bien d'accord là-dessus. Très bien, et ensuite l'évaluation, et on a ici les méthodes non supervisées, qu'on verra dans un prochain tuto. Donc, une fois que j'ai importé les données, donc, d'abord, j'ai mis le composant d'importation des données, mais après, il faut que je sélectionne les fichiers à donner, à charger. Donc, je fais Open, voilà, boîte de dialogue est là, et je vais ici, il est là, j'ouvre. Voilà. Donc, il le parse automatiquement, il voit que le séparateur de colonnes, c'est la point-virgule, voilà, c'est le point-virgule, très bien, on peut changer, hein, tabulation, tout ce qu'on veut, très bien. Et le point décimal, c'est un point, mais il n'y avait pas de point décimal ici en l'occurrence. Mais s'il y en a, c'est à nous de le définir, hein, pour le coup. Sinon, ça crée des problèmes. On est d'accord là-dessus. Je clique sur OK et les données sont chargées. Il y a 286 lignes et 10 variables. Alors, première chose à faire, c'est vérifier que on a bien importé les données, donc on va les visualiser avec un data table, exactement comme les interactive tables, hein, sous Nime. Voilà. Une fois que c'est connecté, hein, donc je mets la connexion, une fois que c'est connecté, je fais open, il l'ouvre dans l'autre fenêtre, toujours pénible, hein. Voilà, et on a bien les données qui sont là, très bien, qui sont chargées, les variables, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de variable cible parce qu'on a importé les données. Il ne sait pas quelle est la variable cible. De la même manière, on peut visualiser un peu rapidement les distributions. Par exemple, ici, là, je mets distribution, voilà, pour avoir soit des histogrammes, voilà, soit des bar plots. Donc, voilà. Et première caractéristique très intéressante de Orange, c'est l'interactivité. Et c'est là-dessus que j'aimerais mettre un peu l'accent, justement, dans ce tutoriel-ci, c'est montrer les capacités interactives de Orange, qui sont excellentes, excellentes. Vous imaginez même pas. Voilà. Donc là, hein, je prends la variable, un histogramme. Quand c'est une variable catégorielle, donc numérique âge, voilà, là, on a un bar plot, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, très bien. Alors, je m'attarde pas trop là-dessus, mais vous pouvez, voilà, regarder par vous-même, hein. Ok. Voilà. Ensuite également, un autre outil intéressant, c'est les boxplots. C'est les boxplots, hein. Voilà, les boxplots, ça s'applique aux variables quantitatives, hein, on est d'accord là-dessus. Mais déjà, très intéressant, hein, on va voir. Bon, il ouvre toujours dans un. On peut créer des groupes. Alors là, pour le coup, je l'avais préparé en amont. Donc, voilà. Donc là, par exemple, si je prends l'âge, vous avez ici le box plot, et il rajoute en plus la moyenne. Donc là, là, c'est la médiane, la 49, et le 47,85, c'est la moyenne. Plus ou moins l'écart type. Voilà. Alors, on peut créer des box plots conditionnels. Donc l'âge en fonction, par exemple, de la maladie, justement, qui est la variable cible ici. Donc, on voit que globalement, les personnes qui sont malades ont un âge un peu plus élevé que les personnes qui sont pas malades.
Ah, c'est vraiment pas mal, hein, voilà. Et il fait même la comparaison avec un TD Student. Euh, Bon, je suis pas sûr que ce soit, mais bon, c'est vraiment très intéressant. Voilà. Donc, un des éléments très intéressants de Orange, c'est ses capacités interactives qui nous permettent, nous, d'explorer les données. Alors, quand les volumes sont très importants, bon, mais bon, sur des petits volumes, les jeux de données qu'on utilise en TD, ben, c'est très intéressant, ça permet d'aller plus loin, de regarder. Et voilà, là, si je prends la variable TALAC, je vois que ceux qui ont une maladie cardiaque, voilà, ont un TALAC plus faible que les autres. Je sais pas ce que c'est que TALAC, hein, voilà, que ceux qui sont négatifs, ainsi de suite. Voilà. Bien, alors, on va créer l'arbre de décision. Alors, pour créer l'arbre de décision, il faut d'abord définir quelle est la variable cible, quels sont les explicatifs potentiels. Donc, c'est le rôle ici de select column. On est dans transform et je prends select column. Je fais le branchement et je lui dis, voilà, Dizzy, ça va être le target. Bon, si je l'enlève. Il était là à la base, hein, mais oui, j'ai répété avant. Voilà. Il était là à la base et donc je l'ai pris et je l'ai rajouté en target. Hop là, ah, et voilà, hop là. Et voilà. Très bien. Donc, ça y est, c'est fait. Maintenant, il sait que Dizzy est target et que les autres sont les explicatifs. Un potentiel, il y en a 9. Voilà. Une fois que c'est bon, ça, maintenant, je peux prendre l'arbre de décision. Alors, l'arbre de décision, il est dans modèle. Voilà. Et il est là. Il y a d'autres modèles possibles, on est d'accord là-dessus, hein. Modèles qui font référence, régression logistique, naïf, Bayes et tout ça, PLS même. Très bien. Bon, moi, je prends les arbres. Une fois que les arbres sont là, bah, du coup, je peux lancer l'apprentissage, hein. Voilà. Alors, bien sûr, c'est paramétré, hein. C'est paramétré. Voilà, arbre de décision, nombre d'instances, voilà. Donc là, sur les feuilles, il faut au moins deux individus et il split pas s'il y a moins de cinq individus. Voilà. Et ici, la limite maximale de l'arbre, c'est 3. C'est moi qui ai fixé 3 ici, sinon l'arbre est énorme et on voit rien. On est d'accord là-dessus. Et il y a aussi sur la pureté, hein. S'il y a une des classes, si la classe majoritaire est présente à plus de 95% ici, il s'arrête. Il n'essaie pas d'explorer plus bas. Voilà. C'est les critères, c'est les hyperparamètres qu'on a vus en cours. Voilà. Ben, je vais bien la param. Voilà. Et ça y est, il fait l'apprentissage. Ça, bon, ça c'est bien quand on est sur un petit jeu de données, hein. Vous pluguez et ça marche. Voilà. Sur des gros volumes, bah, du coup, on a un temps d'attente parce qu'il le fait systématiquement. Là, pour le coup, Naïm, c'est plus intéressant parce que on peut définir la chaîne entière et à la fin seulement, je lance tout. Et du coup, on peut surfer sur Internet, faire ce que vous voulez, tout ça. Voilà. Bon, là, il le fait interactivement. Dans une démarche pédagogique, ça me paraît intéressant. C'est amplement suffisant. Alors, ben, j'aimerais voir maintenant l'art de décision. Alors ça, vous l'avez dans TreeViewer. Alors TreeViewer, il est où là? Il doit être dans visualisation en fait. Visualize TreeViewer. Bah oui, ça paraît logique. Et en branchant là, je peux visualiser l'arbre de décision. Pas mal, hein? Donc, du coup, je vois l'arbre ici, etc., etc. Voilà. On peut réduire la largeur, si, ainsi de suite. Très bien. Alors, on verra qu'il est interactif en termes d'exploration, mais il n'est pas interactif en termes de construction. Dans Cipina, vous avez la possibilité d'aller là et de choisir la variable de segmentation, ainsi de suite. C'est pas le cas ici. En revanche, on a des subpopulations dans chaque nœud. Et ça, c'est intéressant de voir ça. Dans Cipina, on fait clic droit et tout ça, mais ici, on a un outil pour le faire également. Déjà, vous voyez, hein, initialement, il y a 286 individus. Dans ce sommet-ci, il y en a 87. Dans ce sommet-ci, il y a ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'est déjà pas mal, ça. Là où vraiment c'est formidable, c'est, regardez, on a, à partir de TreeViewer, par exemple, je peux faire de nouveau des box plots. On dit, mais comment il va faire des box plots? Je mets les deux là, et j'open le box plot qui est là. Donc, voilà, très bien. Et de même ici, j'affiche l'arbre. Hop là, il doit être quelque part là. Ah non, je ne le vois pas. Attendez, je vais fermer ça. Open. Et une fois qu'il est open, je vais sur le box plot et je fais open également. Voilà. Et j'ai les deux en même temps. Et regardez, c'est là que c'est très intéressant. Donc je fais zoom un peu arrière. Regardez. Là, je suis sur la racine de l'arbre. Là, je suis sur la racine de l'arbre et on a bien 296 individus.
Et on voit que la proportion ici chez les négatives, voilà la distribution de l'âge chez les négatives et la distribution de l'âge chez les diseases positives. Si je vais sur un autre sommet, admettons que je vais là, on voit que c'est ces gens-là, en réalité, vous avez vu, hein, il y avait un décalage initialement, les, po- les positifs étaient plus âgés, et dans ce cadre-là, les positifs, en fait, se rattrapent, hein, par rapport aux négatifs. Si je vais là, voilà, on voit qu'ils se rattrapent, ainsi de suite. Si je vais sur ce sommet-là, on voit que et ces gens-là, les personnes qui sont là, en réalité, les positifs sont plus âgés, ainsi de suite. Et ça nous permet, hein, d'explorer chaque élément. Si je prends par exemple, voilà, cette variable-là, pareil, je clique là, je vois les distributions, je vois là, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ça nous permet de caractériser les sous-populations. C'est ça l'intérêt, hein. Là, initialement, donc les personnes positives sont plus âgées, mais dans ce groupe-là, par exemple, hein, finalement, les personnes positives sont moins âgées. Vous avez vu, hein? Là, les positifs sont plus âgés que les négatifs, ici, globalement dans la population, mais dans cette sous-population-là, en fait, c'est les négatifs qui sont plus âgés par rapport aux positifs. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et on a la possibilité d'explorer finement les sous-populations. C'est ça l'intérêt de l'affaire. C'est vraiment très riche. C'est vraiment très riche, surtout quand on travaille sur des bases où on a besoin en fait, d'avoir une expertise métier, hein. Pourquoi il a choisi cette variable? Qu'est-ce qui se passe avec les autres variables? Comment se situent les autres variables? Sachez, hein, je répète ça tout le temps, c'est que si une variable n'apparaît pas dans l'arbre, il y a deux manières de voir les choses. Soit elle n'a rien à voir avec la variable cible, à ce moment-là, elle est absolument pas pertinente, soit elle est pertinente, mais masquée par une variable qui a été choisie, hein, parce qu'elle est redondante par rapport à celle-là. Avec ces outils-là, avec cet outil-là, on peut le voir. C'est ça l'intérêt de l'affaire. Alors, passons maintenant à l'évaluation. Est-ce que mon arbre est performant ou pas? Donc c'est là que on va ici dans évaluation, voilà, et je prends test and score. Et dans test and score, il y a deux éléments à prendre en compte, les données initialement et l'arbre de décision qui a été élaboré. Alors il dit, mais il fait apprentissage test, il fait cross-validation, qu'est-ce qu'il fait? En fait, en faisant open ici, on voit ce qui se passe. De base, vous avez vu, hein? Là, je vais mettre ça par là, je vais mettre ça plus haut ici, et je mets ça par là pour qu'on voit bien ce qu'on manipule. Là, je suis là. Donc, j'ai une possibilité, c'est de faire une validation croisée. C'est ce qu'il a fait par défaut ici, validation croisée stratifiée. Ça veut dire que dans chaque folder, dans chaque fold, voilà, dans chaque fold plutôt, dans chaque portion, si vous voulez, il a respecté la distribution des classes. Voilà. Voilà. Donc, et du coup, le classification l'accuracy est des 0,79. Voilà. C'est ce qu'il faut privilégier la validation croisée tant qu'on le peut, si l'outil le permet de le faire facilement. Sinon, on a la possibilité de faire un apprentissage test, ce qui est passé ici. Donc, le random sampling. Donc, le random sampling, là, il va prendre 66% d'apprentissage, le reste en test, et il le répète 10 fois, toujours en stratifiant. Et on a une autre estimation, hein, de l'accuracy. En l'occurrence, si c'est possible de le faire, prenez toujours la validation croisée. Parce que j'avais expliqué ça en cours, hein. Le random sampling, le train test, si vous voulez, c'est bien si on a si on a des grandes bases, hein. Et sur des petites bases, on se tire deux fois la balle, enfin une balle dans le pied. D'une part, on retire donc des individus pour la construction des modèles, voilà. Donc on n'a pas toute l'information pour la construction des modèles. Et d'autre part, on a peu d'individus pour l'évaluation. Donc les estimations, des performances sont extrêmement instables. Voilà. Donc dans ce cadre-là, c'est mieux de passer par la validation croisée. Très bien. Alors là où c'est très intéressant, encore une fois, en termes interactifs, c'est que donc je peux avoir la matrice de confusion, hein, qui est là. Voilà, donc je branche ici. Donc j'ai bien mis ici un cross-validation. Et du coup, j'ai la validation croisée. Alors, de nouveau, ce qui est très intéressant, je vais mettre ça par là pour qu'on voit bien ce qui se passe. Voilà. De nouveau, ce qui est intéressant, donc là, on a la validation croisée de l'arbre, hein, très bien. Et on a la matrice de confusion de l'arbre en validation croisée, très bien. Et de nouveau, en fait, on peut explorer les différents individus. Là, on a les vrais positifs. Là, on a les faux positifs, hein, ici observé, ici prédit. Voilà. Et du coup, je peux explorer ces sous-individus-là, ces sous-populations-là. Voilà. Donc là, de nouveau, je vais mettre un interactive table, un data table, ici plutôt.
Je branche comme ça, je l'ouvre et regardez ce que je suis en train de faire. Regardez. Si je clique là, on a cette sous-population-là. Si je clique là, on a cette sous-population-là. Si je clique là, voilà la sous-population concernée, ainsi de suite. Et de la même manière, donc du coup, on peut faire des explorations statistiques. On est d'accord, hein? Si je clique sur cette pop-là, ainsi de suite. C'est génial, c'est génial. Mm, bon, j'utilise plutôt Name pour tout un tas de raisons, notamment, voilà, mais il y a aussi des add-ons, hein. Ici également, on peut aller dans Options et aller dans les add-ons et on peut enrichir, hein. Il y a tout un tas de, voilà, très bien. Donc moi, je fais plutôt le choix de Name, mais sachez que vous avez la possibilité d'utiliser d'autres outils. Et parmi les autres outils, justement, il y a cet outil que je trouve vraiment pas mal. Euh, c'est Orange Data Mining. Je mets de nouveau le site web là, il est là. Donc regardez, regardez. Voilà, excellent travail à tous.